Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations que vous avez besoin de savoir sur le réchauffement climatique pour enfin avoir des débats éclairés sur le sujet et disposer d'informations basées sur des faits. Et mieux que ça, puisque je sais que vous risquez d'oublier une bonne partie des informations que je dis dans cette vidéo, je vous propose de télécharger gratuitement des flashcards que vous aurez simplement à repasser à un temps calculé par la science et par une application pour vous rappeler sans faire d'effort de toutes les informations que j'avance dans cette vidéo. Vous pouvez récupérer les flashcards ainsi qu'un tutoriel sur comment les installer sur votre téléphone, ainsi que le script de cette vidéo directement dans la description de la vidéo. Deux précisions avant de commencer, je me base beaucoup sur le livre de Bill Gates, Comment empêcher un désastre climatique, ainsi que sur le livre de Mark Shepard, Agriculture de régénération pour créer cette vidéo. Et deuxième chose, cette vidéo elle est là pour vous donner une vision globale sur le réchauffement climatique. Je vais essayer d'apporter des solutions pour chacun des sujets que je vais aborder. Cependant, je tiens à vous préciser que je ne suis pas un expert sur chacun de ces sujets. En effet, il doit exister au moins 100 livres sur chacun d'entre eux, et vous pouvez vous douter que mon jeune âge ne me permet pas encore de tous les avoir lus. Donc l'idée ici n'est pas de dire si une solution est meilleure qu'une autre, mais vous donner une vision d'ensemble sur l'écologie. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo sur le réchauffement climatique. Pour empêcher un désastre climatique, nous devons arriver au zéro carbone. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, les gaz à effet de serre que l'on émet en faisant des activités sur Terre, ils montent dans l'atmosphère et ils retiennent la chaleur, ce qui entraîne une augmentation de la température de la surface de la Terre. Plus il y a de gaz, plus la température augmente. De plus, une fois qu'on a émis du gaz à effet de serre, il reste dans l'atmosphère pendant très longtemps. Le gaz qu'on émet aujourd'hui, il restera encore un cinquième de ce gaz dans 10 000 ans. Et pour ceux qui veulent comprendre plus en détail pourquoi mettre des gaz dans l'atmosphère, ça augmente la température de la Terre, eh bien c'est super simple, les rayons du soleil, ils pénètrent jusqu'à la surface de la Terre, et cette dernière, la Terre, elle renvoie plus ou moins de ces rayons hors de l'atmosphère normalement. Sauf que les gaz à effet de serre, ils vont empêcher ces rayons du soleil qui ont été réfléchis par la surface de la Terre de quitter l'atmosphère, et ils vont les emprisonner, ce qui va faire en sorte que les rayons du soleil, ils vont encore retourner vers la Terre, puis encore retourner vers les gaz à effet de serre, puis encore vers la Terre, et c'est ce qu'on appelle le gaz à effet de serre, c'est un rebond infini qui entraîne une augmentation globale de la température. Et vous avez certainement déjà entendu parler du fait que on prévoit une augmentation de 2 degrés du niveau de température globale de la Terre. Et vous vous êtes peut-être dit à ce moment-là, mais 2 degrés c'est absolument rien. Je vais vous prouver que si. 2 degrés c'est déjà énorme parce que dans certaines régions de la Terre, c'est plutôt 5 degrés. Et je dois quand même vous rappeler que la dernière ère glaciaire, c'est seulement 6 degrés de moins que la température qu'on a aujourd'hui. Et l'ère où vécurent les dinosaures, c'est 4 degrés de plus qu'aujourd'hui. Or, dans ces deux climats, une ère glaciaire ou l'ère des dinosaures, on n'aurait pas été capable de survivre. Et les 2 degrés, c'est évidemment une moyenne. Ça signifie qu'il y aura beaucoup plus de jours de canicule, de forte chaleur, et une augmentation drastique de la fréquence des catastrophes naturelles. Par exemple, les ouragans, les incendies, les inondations, la montée globale du niveau des eaux, etc. Ça aura un impact concret sur votre vie quotidienne d'ici très peu de temps. Ok, maintenant que ça c'est dit, on sait qu'il faut qu'on arrive à zéro carbone rapidement. Comment on fait ça si on prend une démarche scientifique et qu'on s'attarde à d'abord regarder les faits avant de les interpréter? Eh bien on regarde quel secteur produit le plus d'émissions de CO2 et on essaye de remplacer les solutions qui en produisent par des solutions qui n'en produisent pas. Concrètement, aujourd'hui on émet 51 milliards de tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. C'est quoi équivalent CO2? Eh bien en fait, il y a beaucoup de types de gaz à effet de serre qu'on émet aujourd'hui dans l'atmosphère. Cependant, pour simplifier les calculs, on a tout ramené au CO2. C'est pour ça qu'on a équivalent CO2. Ces 51 milliards de tonnes de CO2 par an, elles viennent de 5 domaines principaux que je vais vous dire maintenant. L'électricité, la fabrication, la culture et l'élevage, les transports, la climatisation et le chauffage. Entre eux, on peut voir qu'en premier, on a ce qui sert à fabriquer les choses, à 31% des émissions tout de même. Ensuite, on a l'électricité à 27%, tout ce qui est agriculture à 19%, tout ce qui nous sert à nous déplacer pour 16%, et enfin se chauffer ou se rafraîchir à 7% des émissions. Donc déjà, si on arrive à éradiquer les émissions de gaz à effet de serre dans ces 5 domaines, vous voyez qu'il nous reste quasiment plus aucune émission. Déjà ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut dresser le constat du réchauffement climatique. 1. Le problème il est extrêmement complexe et il concerne toutes les sphères de l'activité humaine. 2. Nous disposons de certains outils que nous devons utiliser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 3. Nous n'avons pas encore tous les outils qu'il nous faut pour parvenir à zéro carbone. Ça va nous demander encore beaucoup d'innovation pour arriver à zéro carbone et surtout une réduction de ce qu'on appelle les green premium, c'est-à-dire l'écart qui existe entre le prix de la solution actuelle qu'on utilise et le prix d'une solution zéro carbone. Par exemple, c'est la différence de prix entre une centrale au charbon et une centrale éolienne. Si ça nous coûte 30 centimes de produire 1 kWh d'électricité dans une centrale à charbon et que ça nous en coûte par exemple 1 euro avec une éolienne, la Green Premium, elle est de 70 centimes ou environ 300%. Maintenant qu'on a dressé le constat du réchauffement climatique, quelles sont, à partir de ça, les premières solutions qu'on peut mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique? Eh bien, celles qui ont
ont une green premium peu élevée, voire inexistante. Par exemple, dans certains pays d'Europe, l'essence est tellement chère que la green premium d'acheter une voiture électrique et de l'utiliser au quotidien est quasiment négative. Autrement dit, on gagne de l'argent en utilisant une voiture électrique alors qu'on n'émet pas de gaz à effet de serre en l'utilisant. Donc si vous habitez dans un pays d'Europe, faites un bref calcul en fonction du prix de l'essence et de l'électricité dans votre pays et voyez s'il existe ou non une green premium sur l'achat d'une voiture électrique pour vous. Si elle est inexistante voire négative, eh bien achetez une voiture électrique et contribuez au fait de ne plus émettre de gaz à effet de serre. Cependant aujourd'hui il y a certaines solutions qui n'ont aucune green premium et pourtant elles ne sont pas appliquées. Pourquoi? Eh bien c'est forcément autre chose que le coût, donc ça peut être quelque chose de politique à l'échelle nationale ou locale ou encore un manque de sensibilisation sur les solutions. Donc il y a certains secteurs où on manque d'innovation et où les green premiums sont très élevés et il y en a d'autres où les green premiums sont quasi inexistantes ou très faibles et à ce moment-là, si elles ne sont pas appliquées, c'est qu'on manque soit d'ambition politique, soit de quelqu'un qui va diffuser le message sur ces solutions. Ok, maintenant qu'on a établi tout le constat sur le réchauffement climatique, on rentre dans le vif du sujet et on va regarder catégorie par catégorie les solutions qu'on peut appliquer pour arriver à zéro carbone dans chacun des secteurs qu'on a vus au début et qui émettent le plus de gaz à effet de serre. On va commencer par l'écologie, pour la transition écologique qui représente 27% des 51 milliards de tonnes par an. La chose la plus importante à retenir en ce qui concerne le domaine de l'énergie, c'est fission nucléaire. C'est simple, c'est la source d'énergie sans carbone qui puisse distribuer de l'énergie de manière fiable jour et nuit, peu importe la saison, presque partout sur Terre, et qui a démontré son efficacité à grande échelle. Évidemment, il faut continuer à innover dans la fission nucléaire pour construire des réacteurs plus fiables, pour qu'il n'y ait plus de catastrophes comme il a pu se produire par le passé, pour qu'on puisse mieux arriver à traiter les déchets, pour qu'on puisse même réussir à créer des réacteurs qui utilisent les déchets des anciennes centrales nucléaires pour les réutiliser et en laisser encore moins à la fin. Bref, il y a toutes sortes d'innovations à faire dans cette matière-là, mais c'est aujourd'hui la meilleure manière d'arriver à zéro carbone rapidement en matière d'énergie. Cependant, pour arriver à zéro carbone, c'est un défi tellement ambitieux qu'il faut qu'on utilise toutes les sources d'énergie zéro carbone qu'on puisse trouver. Et là, évidemment, il s'agit des énergies renouvelables. Le problème principal des énergies renouvelables, c'est évidemment l'intermittence. L'intermittence jour-nuit, évidemment, mais aussi l'intermittence des saisons. L'intermittence jour-nuit, elle nous oblige à stocker dans des batteries l'énergie qu'on produit la journée pour l'utiliser quand il fait noir. Et là, ça rajoute un autre problème, c'est que la durée de vie de la batterie, elle est limitée et qu'il y a un coût relativement important pour acquérir des batteries pour une maison. Donc ça ajoute beaucoup à la green premium. Et l'autre intermittence dont on a parlé, à savoir celle hiver-été, c'est clairement la plus importante puisque notre production en été, elle est 10 fois supérieure à celle qu'on fait en hiver. Du coup, évidemment, si on veut être uniquement dépendant des énergies renouvelables, il faut qu'on ait un nombre de panneaux solaires qui est égal à la production dont on a besoin en hiver. Donc il y aurait de nombreux panneaux qui seraient pas utilisés en été, ce qui ajoute à la green premium. Et en plus, il faut avoir des batteries suffisamment grosses pour pouvoir stocker le surplus de ce qui est produit en été, pour le réutiliser en hiver. Mais quand je dis qu'il faut se servir à la fois des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à l'échelle individuelle, il faudrait qu'on installe tous chez soi un panneau solaire, une éolienne, un barrage hydraulique si on dispose d'un petit ruisseau, pour produire de l'électricité pour son foyer. Et avoir justement 3 sources d'énergie qui alimentent notre foyer plus l'énergie nucléaire, ça nous permet d'avoir une résilience de plus en plus importante quant aux sources d'énergie qui peuvent alimenter notre maison. Et cette résilience qu'on arrive à construire grâce aux différentes sources d'électricité à l'échelle individuelle, on peut aussi la retrouver à une échelle communautaire ou à une échelle d'une ville ou d'une société tout entière. Pourquoi? Parce que par exemple, si tout était en réseau et le surplus des uns, on pouvait le revendre sur les réseaux pour aider les autres, et bien par exemple, si mon panneau solaire casse, je pourrais prendre le surplus de la maison d'en face pour alimenter ma propre maison. À l'échelle de la France, par exemple, si dans une région on n'a aucun soleil et que dans une autre région on en a énormément, et bien les gens qui produisent de l'électricité dans le sud de la France, parce qu'il y a beaucoup de soleil par exemple, ils pourraient donner leur surplus aux gens du nord qui ne produisent pas assez d'électricité pour assurer leur consommation. En revanche, c'est pas suffisant bien entendu, il faudrait quand même compléter tout ce qui est énergie renouvelable par de l'énergie nucléaire, ne serait-ce que pour alimenter les maisons la nuit. Pour résumer pour le domaine de l'énergie, il faut qu'à l'échelle d'un pays, on construise plus de centrales nucléaires et qu'on arrête de produire de l'électricité à partir d'énergie fossile. Et à l'échelle communautaire et individuelle, ce serait bien si on pouvait réussir à construire plus de résilience dans la société et décentraliser les moyens de production en mettant par exemple des panneaux solaires sur son toit ou une éolienne dans son jardin. On passe au domaine suivant, dans l'industrie lourde. C'est 31% des 51 milliards de tonnes de CO2 émis par an. C'est le plus gros domaine et c'est celui sur lequel on a aussi le plus de difficultés. Les 3 matériaux les plus nocifs pour l'environnement sont l'acier, le plastique et le béton. Si vous voulez en savoir plus sur le processus de fabrication de ces 3 matériaux et de pourquoi est-ce qu'on peut pas réellement empêcher la production de gaz à effet de serre durant leur fabrication, eh bien je vous laisse un lien vers un article que j'ai écrit sur ce sujet dans la description. Pour résumer au plus bref, en produisant 1 tonne d'acier, on produit environ 1,8 tonnes de dioxyde de carbone. Pour ce qui est du béton, le gros problème c'est qu'on a besoin de ciment pour le produire et que personne dans le monde ne sait aujourd'hui produire
faire du ciment sans émettre de gaz à effet de serre. Et pour le ciment, quand on produit une tonne de ciment, on produit une tonne de gaz à effet de serre aussi. Donc ça, c'est un gros problème et on sait pas encore comment l'éliminer. Pour ce qui est de la production du plastique, c'est largement différent. Pourquoi ? Eh bien, puisque quand on fabrique du ciment et de l'acier, la production de gaz à effet de serre est inévitable. En revanche, pour le plastique, c'est différent. En effet, quand on produit du plastique, la moitié du carbone reste dans la matière du plastique. Et en plus, comme le plastique met énormément de temps à se décomposer, eh bien, les atomes de carbone vont rester bloqués dans le plastique pendant un certain temps avant ensuite d'être remis dans l'atmosphère. Donc en fait, le plastique, oui, c'est extrêmement mauvais pour l'environnement parce que ça tue des animaux, etc. Mais c'est pas forcément mauvais pour le réchauffement climatique, dans le sens où on n'émet pas forcément de gaz à effet de serre là-haut, mais que la plupart du carbone qu'on utilise pendant la fabrication reste dans le matériau et il ne se décomposera pas avant très longtemps. Donc il y a même des gens qui pensent que ce serait intelligent de capturer du gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère et de le condenser dans du plastique pour ensuite l'enterrer quelque part. Alors je me suis pas assez renseigné sur ce processus, j'ai aucun avis là-dessus, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte que la production de plastique c'est pas le secteur qui pose le plus de problèmes. Ok, maintenant qu'on a dit ça, calculons les green premium sur ces trois matériaux. Pour les calculer, il faut comprendre comment est-ce qu'on émet du dioxyde de carbone quand on fabrique des matériaux. 1. Quand on utilise des combustibles fossiles pour produire l'électricité dont les usines ont besoin pour produire les matériaux. 2. Pour produire la chaleur indispensable aux divers procédés de fabrication comme la fonte du fer pour faire de l'acier. 3. Quand on produit effectivement ces matériaux et que la réaction chimique qui se passe quand on les produit, par exemple celle du ciment, produit inévitablement du gaz à effet de serre. Ça c'est quelque chose qu'on pourra jamais éliminer. Pour ce qui est alimenter les centrales, et ben là je vous renvoie à tout ce que j'ai dit sur l'électricité. Comment est-ce qu'on fait pour produire de l'électricité propre pour nos usines? Pour la deuxième partie, les températures elles sont tellement hautes qu'il n'y a que le charbon et le nucléaire qui permettent de les produire. Le nucléaire c'est beaucoup plus cher à installer, donc si on utilise du charbon, il faut capter le dioxyde de carbone avant qu'il sorte dans l'atmosphère. Ce qui est encore un processus coûteux et qui de plus demande beaucoup d'électricité pour être produit. Donc si on essaye de capter le dioxyde de carbone qui sort des tuyaux d'évacuation de la centrale avant qu'il se rentre dans l'atmosphère, avec un processus qui fonctionne avec de l'électricité produite par des combustibles fossiles, et ben concrètement on annule l'efficacité de l'opération. Il faut bien faire attention à ça aussi. Et pour la dernière phase, comme on peut pas du tout éviter la production de ces gaz à effet de serre qui sont produits suite à des réactions chimiques pour fabriquer le produit, et ben il faut simplement le capter. Autre solution, on arrête par exemple d'utiliser du ciment et on change nos processus de fabrication pour utiliser d'autres matériaux plus éco-responsables. Pour résumer, le chemin qui mène à zéro émission dans l'industrie lourde est le suivant. 1. Il faut électrifier tous les procédés qu'on peut électrifier. 2. Il faut obtenir cette électricité à partir d'un réseau zéro carbone. 3. Il faut utiliser le captage de carbone pour limiter les émissions restantes. 4. Il faut utiliser plus efficacement les matériaux ou changer nos processus de fabrication vers des matériaux qui émettent moins de dioxyde de carbone dans leur fabrication. On peut par exemple aujourd'hui construire une maison entièrement en bois avec des isolants qui produisent très peu de gaz à effet de serre. On passe au transport qui représente 16% des 51 milliards de tonnes par an. Si on prend les prix moyens sur l'année 2020, un litre de pétrole ça coûte en moyenne 0,26 $. Pour mettre ça en comparaison, si on va dans un centre commercial, un litre de soda ça coûte en moyenne 75 centimes, soit 3 fois plus qu'un litre de pétrole. C'est aussi un des objets qui contient le plus d'énergie. Donc le pétrole ça coûte aujourd'hui moins cher que du soda et c'est un des liquides qui contient le plus d'énergie. En plus c'est facile à transporter et aujourd'hui on maîtrise toutes les étapes du processus de raffinage du pétrole à merveille. Voilà pourquoi on l'utilise encore autant. Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dues au transport viennent effectivement des pays riches. Cependant on constate que les pays riches ils ont plus ou moins atteint leur pic au cours des 10 dernières années et que depuis qu'ils ont atteint ce pic, et ben ça a tendance à diminuer un petit peu. Cependant c'est les pays en voie de développement, je dis ça parce que on voit très bien ce que c'est mais ça n'existe plus aujourd'hui les pays en voie de développement, j'en ferai peut-être une vidéo. Mais c'est donc ces pays en développement dont la population gagne en pouvoir d'achat qui peuvent donc acheter plus de véhicules et qui émettent donc plus de gaz à effet de serre liés au transport. Par exemple la Chine, ses émissions dues au transport elles ont doublé au cours des 10 dernières années et elles ont décuplé depuis 1990. Donc un des combats qu'il faut qu'on mène très rapidement, c'est de rendre la green premium à l'achat d'un véhicule électrique tellement petite qu'un véhicule électrique serait accessible aux pays en voie de développement. Bon, c'est simple pour tout ce qui est voiture individuelle, il faut électrifier tous les véhicules qu'on peut et produire 100% d'électricité propre. En France par exemple, la green premium est négative et quasiment tout le réseau est propulsé à la fission nucléaire. Donc en France, acheter un véhicule électrique, c'est super rentable. Ça a une green premium importante à l'achat, mais l'essence est tellement chère que au fur et à mesure qu'on roule, on a tendance à diminuer l'écart entre le fonctionnement d'un véhicule thermique et le fonctionnement d'un véhicule électrique, qui fait en sorte que c'est rentable aujourd'hui d'acheter une voiture électrique. Et en plus, c'est pas comme si vous achetiez un véhicule électrique dans un pays qui produit son électricité grâce à des combustibles fossiles, parce que dans ce cas-là, ça sert strictement à rien, autant le brûler dans votre voiture plutôt que dans un lieu externe. Non, puisque en France, on produit quasiment tout, comme je vous l'ai dit, grâce à la fission
fusion nucléaire, donc tout va bien là-dessus, achetez un véhicule électrique dès que vous voyez cette vidéo. Cependant le problème il est simple, plus le véhicule qu'on veut propulser est grand, plus on va avoir du mal à stocker l'énergie nécessaire pour propulser le moteur. Donc pour ce qui est des gros véhicules, il faut toujours utiliser des carburants, mais des carburants zéro carbone. Cependant ces derniers ils ont quand même un green premium très élevé. Et attention ici, il y a un gros micmac qui se fait entre carburant zéro carbone et carburant végétal. Les carburants végétaux ne sont pas nécessairement zéro carbone, parce que la plupart de ces carburants végétaux, ils sont produits grâce à des champs qui sont spécialement cultivés pour la production de carburants végétaux. Et pour produire ces champs, on a besoin d'engrais, de transport, d'usines pas forcément alimentées à l'énergie propre pour transformer ces végétaux en carburant, etc. Ce qui fait en sorte que c'est pas forcément zéro carbone. Ça serait zéro carbone par exemple si on prenait les déchets alimentaires mondiaux pour produire du carburant. À côté de ça, on a les e-carburants qui eux sont zéro carbone et qui résultent principalement de la combinaison de l'hydrogène de l'eau et du CO2. C'est parti pour l'agriculture qui représente 19% des 51 milliards de tonnes par an. Et dans ce que j'appelle agriculture, il y a à la fois la production de végétaux et l'élevage d'animaux. Bon, concrètement, quel est le problème avec l'élevage? Eh bien, je vais vous le dire. Plus on est riche, plus on mange de viande. Or, la population mondiale va d'une part augmenter et d'autre part, parce que chacun aura tendance à être plus riche, eh bien il va avoir tendance à augmenter sa consommation de viande. On est donc plus nombreux à consommer plus de viande. Attention tout de même, puisque une calorie animale est égale à 6 calories végétales, c'est valable pour tout ce qui est élevage de bœuf par exemple. Cependant pour ce qui est poulet, c'est seulement 3 calories végétales pour une calorie animale. Donc finalement, on s'en ramène au problème que si on veut produire plus de viande, il faut produire plus de végétaux, et pour produire plus de végétaux, il faut plus de place. Et en plus, comme on va avoir une augmentation sur la demande des carburants végétaux, eh ben on va avoir une ruée vers les terres cultivables. Comme il va plus y en avoir, on va déforester des espaces, et pour déforester, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on brûle des forêts, et en brûlant des forêts, tout le carbone qui a été stocké pendant la vie de l'arbre dans son tronc, dans sa structure, et bah il est relâché dans l'atmosphère. Donc concrètement, plus on consomme de viande, plus on déforeste la forêt, plus on émet du carbone dans l'atmosphère, plus on a une ruée vers les terres cultivables, etc. etc. Donc ça c'était pour la partie un petit peu plus globale. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'une vache, dans sa vie, elle émet du gaz à effet de serre? C'est simple, c'est un ruminant, donc elle va péter, elle va rôter et elle va chier. Tout ça, ça représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour empêcher les vaches de rôter et de péter? Il y a plusieurs solutions. Il y a des races de vaches qui le font moins. On peut aussi utiliser le génie génétique pour créer des espèces de vaches qui sont plus optimisées pour la consommation de viande et qui rotent et qui pètent moins. Donc on peut rendre ces races de vaches plus accessibles pour permettre à tous les éleveurs du monde entier de les élever. La deuxième solution, qui est la plus évidente, c'est évidemment de réduire drastiquement notre consommation de viande. C'est possible, mais c'est très difficile parce que particulièrement en France, c'est très gravé dans notre culture de manger beaucoup de viande. Donc réduire la consommation et voire éventuellement complètement la remplacer par des alternatives végétales. Et pour ce qui est des viandes zéro carbone, on a à la fois les viandes végétales qui sont produites à partir de protéines végétales, c'est super bon, je vous recommande de goûter, et les viandes qui sont cultivées en laboratoire, autrement dit on prend un petit bout de muscle chez une vache, on le met dans un petit bocal, ça grandit jusqu'à produire un morceau de viande avec exactement la même composition et les mêmes éléments qu'un morceau de viande classique. Cependant attention, pour les viandes végétales, on a quand même une grain premium toujours de 86%, mais qui, si on envoie un bon système au marché en consommant tous ce type de viande, va largement diminuer dans les années qui viennent. Maintenant, pour ce qui est des engrais, des pesticides, etc., je suis extrêmement partagé sur le sujet, puisque j'ai lu à la fois beaucoup d'écrits qui allaient contre les engrais et qui étaient très sourcés, très documentés à leur égard. Et Bill Gates, dans son livre, lui, est largement pour les engrais. Lui aussi, il a un raisonnement scientifique qui est valable sur le sujet. C'est pourquoi je préfère ne pas m'avancer sur une solution dans cette partie-là de la vidéo. Je vais simplement vous dire ce qui est vrai d'un point de vue des faits. Ok, ce qu'il y a de sûr, c'est que premièrement, durant le dernier siècle, on a transformé les fermes, qui étaient avant des écosystèmes complets et diversifiés, en des entreprises agroalimentaires qui ont besoin d'intrants, d'engrais, de pesticides, d'OGM pour fonctionner et pour produire finalement de la nourriture. La stratégie de l'agriculture moderne, en fait, elle peut être résumée ainsi: il faut tout détruire pour planter des plantes annuelles. Et si on se renseigne un tout petit peu sur la permaculture, l'agroforesterie et d'autres sujets comme ça, on se rend compte qu'il y a des moyens qui nous permettraient d'éliminer tous les intrants à la production pour les agriculteurs, et donc comme ils ont moins de dépenses, d'augmenter leurs revenus, tout en produisant plus ou moins le même nombre de nourriture sur un terrain un tout petit peu plus petit. Autrement dit, que des avantages. Cependant, là, il y a un énorme coût à l'entrée en matière de formation et de changement des mentalités. L'agroalimentaire et tout ça, c'est aussi des énormes lobbies, donc ça va être compliqué de faire changer les choses. À côté de ça, il y a d'autres calculs qui ont montré que si on n'avait pas eu d'engrais chimiques, eh bien, la population mondiale, elle serait de 40 à 50% moins nombreuse. Concrètement, c'est quoi un engrais? Un engrais, ça fournit tous les nutriments cruciaux dont une plante a besoin pour se développer, en des quantités optimales pour que la plante se développe le plus rapidement possible.
possible. C'est exactement comme ceux qui prennent des protéines quand ils font de la musculation, c'est-à-dire que notre corps, pour produire des muscles, il a besoin de protéines. Et il y a un nombre optimal de protéines que notre corps peut assimiler chaque jour. Cependant, on ne peut pas atteindre ce nombre grâce à la nourriture classique, donc on va rajouter des protéines en poudre pour atteindre ce nombre optimal pour que la croissance de nos muscles soit la plus rapide possible. C'est exactement pareil avec un engrais. Et pour les engrais, encore une fois, si vous voulez savoir exactement ce qui émet du gaz à effet de serre à cause d'eux, eh bien vous pouvez aller voir mon article dans la description. Là, tout ce que je vais vous donner, c'est les chiffres, c'est qu'ils ont émis environ 1,3 milliard de tonnes de gaz à effet de serre en 2010, et ça passera certainement à 1,7 milliard, 2 milliards d'ici le milieu du siècle. Il y a aussi des innovations qu'on peut appliquer dans ce milieu-là, et au niveau des innovations qui existent pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre, c'est donner aux agriculteurs les moyens pour surveiller de plus près les niveaux d'azote pour qu'ils puissent mieux doser le nombre qu'ils mettent sur les champs, parce qu'actuellement ils préfèrent en mettre trop qui va ensuite ruisseler et aller dans les lacs par exemple, que d'en mettre pas assez. Donc si on leur donne des moyens de mieux mesurer les niveaux d'azote qui sont nécessaires pour avoir la croissance optimale, ils mettront peut-être moins d'engrais. Il y a aussi des additifs qui sont développés par certaines entreprises pour aider les plantes à absorber plus d'engrais pour qu'il y ait moins de pertes ensuite. Maintenant, puisqu'on est dans le thème de la nature et des plantes, est-ce que une solution qui me séduisait énormément avant que je me renseigne dessus, planter beaucoup d'arbres permettrait d'empêcher le dérèglement climatique? Eh bien malheureusement, non. En fait, pour examiner cette solution, il faut se poser plusieurs questions. La première, c'est combien de dioxyde de carbone un arbre peut-il absorber durant sa vie? On l'évalue en moyenne à 4 tonnes en 40 ans. Autrement dit, 1 tonne en 10 ans. Combien de temps l'arbre va-t-il survivre tout en sachant que si il brûle, tout le dioxyde de carbone qu'il aura absorbé, eh ben, il va être rejeté instantanément dans l'atmosphère. Que se serait-il passé si on n'avait pas planté cet arbre à cet endroit précis? Si cet arbre il aurait pu pousser là sans qu'on fasse rien, alors notre décision de planter un arbre n'a pas augmenté l'absorption de carbone. Il faut aussi se demander dans quelle région du monde ces arbres sont plantés, puisque les arbres dans les régions enneigées, ils ont tendance à plutôt accélérer le réchauffement que encourager un refroidissement. Pourquoi? Eh ben parce que les objets sombres ont tendance à absorber plus de chaleur que les objets clairs, et que l'arbre est plus sombre que la neige sur laquelle il repose. Il faut aussi se demander si quelque chose d'autre poussait à l'endroit où on veut planter des arbres. Par exemple, si on transforme un vieux champ de soja en forêt, eh bien la demande de soja va rester la même, elle va même croître, cependant l'offre va donc diminuer, ce qui va contribuer à augmenter le prix d'équilibre sur le marché, et donc à encourager un autre producteur autre part à couper des arbres pour installer des plants de soja. Donc là encore, il faut avoir une vision un petit peu plus macro, qui consiste à dire, ok, si je plante un arbre sur un champ de colza, est-ce que autre part, il n'y aura pas quelqu'un qui va couper des arbres pour planter un champ de colza pour compenser la perte de l'offre que j'aurais provoquée en plantant mes arbres. En tenant compte de tous ces facteurs, on calcule généralement qu'il faudrait planter l'équivalent d'environ 25 hectares d'arbres dans les régions tropicales pour absorber les émissions produites par un seul Américain moyen au cours de sa vie. 25 hectares, je sais pas si vous avez vu, mais c'est extrêmement grand. Donc si on multiplie ça par l'ensemble de la population des États-Unis uniquement, on arrive à 80 millions de kilomètres carrés, soit à peu près la moitié de la masse terrestre du globe. De plus, il faudrait évidemment que ces arbres existent éternellement et ne se fassent jamais brûler, sinon, encore une fois, vous avez compris le processus. Bref, c'est pas une solution viable, c'est très bien de planter des arbres, on se sert de tout dans tous les cas pour arriver à zéro carbone parce que c'est le défi le plus grand qu'on ait jamais eu à affronter. Cependant, c'est vraiment pas en plantant des arbres qu'on va réussir à vaincre le réchauffement climatique. Je vais très rapidement parler du chauffage et de la climatisation pour le changement climatique qui représente 7% des 51 milliards de tonnes émises par an. Pour ce qui concerne le chauffage pour arriver à zéro carbone, c'est très simple. Il faut électrifier tout ce qu'on peut pour nous débarrasser des chauffe-eau et des chaudières au gaz naturel. Et 2, il faut développer des combustibles propres pour tout le reste. Pour les climatisateurs, c'est très simple, il faut simplement décarboner tous les réseaux électriques comme on l'a déjà dit au début. Sachant que les climatiseurs dégagent aussi ce qu'on appelle des gaz F qui causent des milliers de fois plus de réchauffement qu'une quantité équivalente de CO2, mais qui sont émis dans des très faibles proportions. Ça représente par exemple aux États-Unis seulement 3% des émissions à l'année. De plus, à cause du réchauffement climatique justement, on aura besoin de plus en plus de climatiseurs dans tous les pays du monde. Donc c'est important aussi de développer des nouveaux modèles qui produisent de moins en moins de gaz F. Ça y est, j'ai fini avec toute la partie technique de cette vidéo, maintenant je vais m'intéresser à la partie un petit peu plus humanitaire. Oui, parce que les gens riches et ceux qui disposent de revenus moyens sont les principaux coupables du réchauffement climatique. Cependant, les pays pauvres, ce sont les moins responsables, mais c'est ceux qui en souffriront le plus. Ils méritent donc le soutien du monde entier et ils ont besoin de bien plus que ce qu'on leur accorde actuellement. Il faut en fait faire ce qu'on nous apprend en cours d'SES en année de première et il faut apprendre à gérer les risques. Pour cela, on a 4 solutions. La première, c'est l'assistance. Elle consiste à donner des ressources sans condition de cotisation préalable. Par exemple, il y a une étude de l'ONU qui a constaté que si les femmes disposaient du même accès aux ressources que les hommes, elles augmenteraient leur récolte de 20 à 30% et cela réduirait de 12 à 17% le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. Donc rien que ça, donner plus d'argent aux agricultrices, ça nous permettrait d'augmenter la production de nourriture. Protection, là c'est simple, on aide les gens en cas de catastrophe naturelle et il y en aura de plus en plus. Il faut donc avoir des unités d'urgence
prête à tout moment pour intervenir dans toutes les régions du monde. Diversification, il faut pouvoir diversifier les productions de tous les agriculteurs pour être le plus résilient possible. Les gouvernements, par exemple, via des réglementations et des subventions, pourraient aider les agriculteurs à diversifier leurs récoltes. Et enfin subventionner pour permettre aux agriculteurs de disposer de nouveaux moyens de production pour produire plus en émettant moins. Il faut évidemment aussi qu'on mette en place beaucoup de systèmes qui nous permettent de se préparer aux urgences et d'y répondre, d'avoir des meilleurs systèmes de prévision météorologique et des systèmes d'alerte avancés partout dans le monde. Et il faut aussi qu'on mette en place dès maintenant des services pour les personnes déplacées, pour les accueillir dans les pays les moins touchés par le dérèglement climatique. À côté de ça, il faut évidemment encourager les villes à changer leur façon de se développer. Par exemple, la ville de Miami aux États-Unis est construite quasiment au niveau de la mer, donc elle sera quasiment entièrement inondée dans les prochaines années quand le niveau des mers montera. C'est pourquoi il faut arrêter de construire des villes dans des quartiers inondables, il faut réfléchir à long terme sur les risques que pourront subir nos villes et mieux penser leur construction dès le départ. On aura aussi bientôt plus assez d'eau potable avec la pollution des nappes phréatiques par exemple, et d'ici le milieu du siècle, il y aura environ 5 milliards de personnes qui ne seront plus en mesure de se procurer suffisamment d'eau potable au moins une fois par mois. Là aussi la technologie elle est très prometteuse de en fait dessaler l'eau de mer et en plus on pourrait produire de l'hydrogène au même moment. Cependant encore une fois ces procédés ils sont très gourmands en électricité, donc si à côté on produit l'électricité avec du charbon par exemple, ça sert strictement à rien de faire ça. Enfin il faut absolument financer les projets d'adaptation, puisque par exemple si une entreprise a des locaux qui pourraient être inondables dans le futur à cause de futures catastrophes naturelles, eh bien le fait d'adapter ces locaux ça lui demandera un investissement important dans l'immédiat et des retours peut-être uniquement sur le long terme. Donc les banques sont pas forcément prêtes à accorder des prêts ou du moins à des taux élevés pour ce genre d'investissement. C'est pourquoi c'est aux États, à l'argent public d'aider à financer ce genre de projet aussi. En fait il faut toujours essayer de jouer avec les marchés, la technologie et la politique, essayer d'actionner ces leviers de manière intelligente et simultanée, pour que tout ce qu'on fait pour le climat puisse passer à un autre niveau. Et je vais finir cette vidéo par des techniques complètement dingues qui nous permettraient de manière momentanée de ralentir le réchauffement climatique. Ces techniques, elles reposent principalement sur le fait qu'on pense que pour compenser les gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère, on aurait simplement à réduire de 1% la quantité de lumière qui touche la Terre pour compenser l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc comment est-ce qu'on fait pour diminuer de 1% la quantité de lumière qui touche la surface de la Terre? C'est simple. La première solution, elle consiste à dire qu'on pourrait diffuser plein de petites particules extrêmement fines dans l'atmosphère, car ces particules pourraient disperser la lumière et permettre de causer un refroidissement. Notre approche pourrait consister à éclaircir les nuages. Il faut simplement répandre du sel dans les nuages. Il suffirait d'éclaircir de 10% les nuages qui couvrent 10% de la surface de la Terre. On peut continuer à mener ces recherches en parallèle évidemment de faire toutes les autres choses dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez normalement toutes les informations désormais basées sur des faits qui vous permettront de mener des débats intelligents avec d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse connaître ces informations et débattre avec vous justement. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour soutenir le travail qu'on fournit sur cette chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger les flashcards qui vous permettront de vous souvenir sans faire d'effort de toutes les informations que je dis dans cette vidéo, ainsi qu'accéder à un article qui détaille tout ce que j'ai dit dans cette vidéo de manière plus détaillée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, salut!